On se doute bien qu'essayer de visualiser une quatrième dimension alors que notre univers n'a que 3 dimensions d'espace, c'est assez compliqué. Et pour le moment, je ne vais pas encore m'aventurer sur le terrain de la quatrième dimension du temps. On va essayer de rester sur un territoire mathématiquement extrêmement compréhensible. Et pour essayer d'avoir un semblant de compréhension visuelle de ce que serait une quatrième dimension pour nous, observateurs de réalité à 3 dimensions, il peut être assez judicieux d'essayer de se mettre à la place d'observateurs dans une réalité à 2 dimensions, et d'essayer de comprendre ce que ça ferait si un étranger à 3 dimensions entrait en collision avec notre réalité. Je tiens à préciser, parce que je ne me suis pas encore amusé à mettre des mots sur ce qu'était une dimension, que dans le sens géométrique classique, une dimension est simplement une direction dans laquelle on peut mesurer la position d'un point ou d'un objet. Les 3 dimensions spatiales sont évidemment la longueur, la largeur et la hauteur. Normalement elles sont familières à tout le monde. Chaque objet que nous observons autour de nous existe dans ces 3 dimensions, et la position de n'importe quel objet peut être déterminée par 3 coordonnées. Après, ça ne nous empêche pas de connaître des objets à 1 ou 2 dimensions. Depuis l'école primaire, on est habitué à côtoyer des objets à 2 dimensions, les polygones. Là on est avec les polygones, donc on est sur un plan, et si on monte d'un cran et qu'on rajoute une dimension, on arrive sur les polyèdres. Et si on veut encore monter d'un cran, alors là, on n'est plus sur des objets à 3 dimensions, mais à n dimensions, donc autant de dimensions qu'on veut, et on est sur le territoire du terme le plus large possible, les polytopes. Maintenant qu'on sait ça, on peut aller dans le monde des polygones. Ce monde à 2 dimensions, qui est un simple plan, n'est pas une idée nouvelle. Il provient en fait du livre d'Edwin Abbott nommé Flatland. Quand j'ai fait mes recherches et que je suis tombé sur ce livre, je me suis dit que ce nom ne m'était pas inconnu. Et en me renseignant un peu plus, j'ai vu que ça m'était familier car Sheldon Cooper dans la série The Big Bang Theory évoque ce monde. Comme il le dit si bien, il se voit en tant qu'hexagone dans ce monde. I am now a hexagon in 2-dimensional space, and can only perceive the edges of other objects. Et c'est normal car dans un monde planaire, il ne peut exister que des polygones. J'insiste là-dessus. Alors, Flatland est une critique de la société où les formes représentent des classes sociales. Je vous invite à regarder la vidéo de la série documentaire Voyage au pays des mathématiques d'Arte, qui a pour sujet Alicia Boole au pays des polytopes. Cette vidéo développe cet univers dans lequel un polyèdre, donc un objet à 3 dimensions, entre dans la réalité des polygones. Pour les habitants, pour les polygones, la présence d'un cube, par exemple, serait extrêmement choquante. Il arriverait d'un seul coup, puis disparaîtrait quelques instants après. Si on l'incline un tout petit peu, les polygones verraient d'abord un triangle, puis un hexagone, pour enfin revoir un triangle, avant de le voir disparaître à nouveau. Ainsi, en tant qu'être vivant dans une réalité à 3 dimensions, vous et moi, on pourrait dire qu'une telle apparition d'un objet à 4 dimensions dans notre réalité aurait un effet tout aussi choquant, mais que l'on pourrait, d'une certaine manière, comprendre. On pourrait comprendre que notre perception de cet objet est limitée par les dimensions que nous sommes capables de visualiser. La simple question qu'il est donc légitime de se poser est la suivante: comment, en étant seulement dans un monde à 2 dimensions, pourrait-on essayer de visualiser à quoi ressemble réellement un objet à 3 dimensions? Pour cela, il existe différentes techniques qui sont d'ailleurs développées dans la vidéo d'Arte. On y voit que les habitants de Flatland pourraient visualiser des objets tridimensionnels grâce à plusieurs méthodes. Il y a les tranches, qui correspondent à l'exemple que j'ai donné juste avant, il y a les dépliages, où on va voir le patron de l'objet, et enfin, on a les projections. Bon, visualiser n'est pas le terme qui conviendrait réellement à la situation, ce serait plutôt se représenter. Car de la même manière que les habitants de Flatland, on ne peut pas vraiment visualiser un objet à 4 dimensions, mais on peut en avoir certaines représentations grâce à des méthodes, comme par exemple les patrons. Le patron du cube pourrait aider les habitants de Flatland à se représenter le cube, même s'ils ne le visualisent pas, c'est la méthode des dépliages. Et nous, de la même manière, on pourrait avoir le patron d'un hypercube, qui serait un cube à 4 dimensions, et qui nous aiderait donc à nous représenter ce à quoi ressemblerait cet hypercube. Ainsi, l'histoire des polytopes est extrêmement intéressante, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo d'Arte. D'ailleurs, il y a un film Flatland sur YouTube. Je ne me suis pas encore amusé à la regarder, mais ça peut être intéressant, je sais pas. Mais bon, ce que je cherche ici, ce n'est pas de comprendre toutes les dimensions qu'il peut y avoir mathématiquement, parce qu'on sait qu'on ne peut pas les visualiser, on partirait sur un terrain mathématique beaucoup trop abstrait, et je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là sur des choses qui peuvent être assez visuelles, en quelque sorte, ce qui est déjà pas mal quand on commence. Non, ici le but en fait, c'est vraiment de s'intéresser à l'existence même d'une 4ème dimension, voire plus dans la réalité. Les mathématiques annoncent l'existence de tout ce qui a une logique dans l'abstrait, où le seul problème est le rien. Le pays des mathématiques est un pays merveilleux, où se balade l'infini. Mais dans le monde de la physique, qui est le monde réel au final, l'infini nous déplaît énormément.
Alors, la question est extrêmement simple, est-ce que la physique actuelle autorise des dimensions supplémentaires? Et c'est là que les théories modernes les plus fascinantes et les plus connues, en tout cas de nom, nous apportent une certaine réponse. Les théories dont je parlais n'ont pas été élaborées par hasard. Leur existence même est due aux lacunes de la physique moderne. Et le symbole de la physique à l'échelle macroscopique, donc à l'échelle des grands objets, la théorie qui règne en maître, c'est la théorie d'Einstein, la relativité générale. Avec ces théories, dire qu'il n'y a que 3 dimensions est une erreur. Ou du moins, quand je dis ça, je ne suis pas assez précis. La théorie de la relativité générale ajoute une 4e dimension, le temps. Elle décrit un univers où il y a 3 dimensions d'espace et une 4e dimension, qui est la dimension du temps. 3 dimensions spatiales pour une dimension temporelle. C'est ce qu'on appelle l'espace-temps. Dans la relativité générale, l'espace-temps est une entité unifiée. L'univers n'est pas seulement un espace dans lequel les événements se produisent, mais une structure dynamique qui peut se courber sous l'effet de la gravité. Cela implique que les objets massifs, comme les planètes ou les étoiles, courbent l'espace-temps autour d'eux, créant ce que nous appelons la gravité. Là, je te montre une modélisation de l'espace-temps en 3 dimensions. Qui n'est pas de moi, bien évidemment. Mais généralement, on est simplement habitué à se représenter l'espace-temps avec 2 dimensions d'espace, comme un drap sur lequel seraient posés les objets de l'univers. Il faut cependant bien garder à l'esprit qu'il y a bel et bien 3 dimensions d'espace en relativité générale. Ce n'est pas un drap, en réalité, Et comme j'ai dit, la relativité générale ne résout malheureusement pas tous les mystères de l'univers. Notamment lorsqu'il s'agit de concilier son point fort, la gravité, avec les autres forces fondamentales de la nature à des échelles microscopiques. Quand on veut unifier la relativité générale avec la mécanique quantique, c'est quand on entre vraiment dans ce territoire qu'il y a un problème. Quand on essaie d'expliquer des phénomènes observés comme la matière noire ou l'inflation cosmique, les limitations de la relativité générale et de la physique classique deviennent assez importantes. C'est à ce moment précis que des théories modernes, comme la théorie des cordes ou la gravitation quantique à boucle, y proposent l'existence de dimensions supplémentaires, entrent en jeu pour tenter de combler ces lacunes. Alors, la théorie des cordes est l'une des tentatives les plus ambitieuses et les plus fascinantes d'ailleurs pour unifier les forces fondamentales de la nature dans un cadre théorique cohérent. Elle a été développée initialement dans les années 1970 pour expliquer certaines anomalies dans les interactions des particules élémentaires. La théorie des cordes propose que les constituants ultimes de l'univers ne sont pas des particules ponctuelles, mais des objets unidimensionnels appelés évidemment cordes. Ces cordes vibrent à différentes fréquences, et leur mode de vibration détermine les propriétés des particules que nous observons, telles que leur masse et leur charge. L'un des aspects les plus intrigants de la théorie des cordes, et qui nous intéresse dans cette vidéo, est qu'elle nécessite l'existence de dimensions supplémentaires pour être mathématiquement cohérente. En fait, il faut savoir qu'il y a différentes théories des cordes. Et par exemple, dans la théorie des cordes la plus connue, qui est la théorie des supercordes, pour que les équations de la théorie fonctionnent bien, l'univers doit avoir non pas 4, mais 10 dimensions. 9 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Alors, c'est sûr, évidemment, ce nombre de dimensions peut sembler contre-intuitif, si ce n'est stupide pour des observateurs à 3 dimensions, mais ces 10 dimensions découlent directement des calculs complexes qui sous-tendent la théorie. Alors, où se cachent ces dimensions supplémentaires? Selon la théorie des cordes, ces dimensions pourraient être compactifiées, c'est-à-dire enroulées sur elles-mêmes à une échelle si petite qu'elles sont indétectables aux instruments des scientifiques actuels. En fait, pour comprendre ça, il y a un exemple que j'aime bien. Je prends cette feuille de papier. On voit bien que, à grande échelle, parce que si on zoome, on voit bien qu'il y a une petite épaisseur, on va pas zoomer là, cette feuille semble avoir juste 2 dimensions. Pour avoir un meilleur vocabulaire, on va dire qu'elle a une surface bidimensionnelle. Mais si je la roule en un tube très fin, au point où en continuant encore et encore, même si là ce n'est pas possible, on ne voit plus le trou. On pourrait croire, si on voit plus rien, pour une personne qui est très éloignée, que j'ai une ficelle, ou une corde. En gros, elle pourrait sembler unidimensionnelle à quelqu'un qui ne peut pas percevoir la courbure, donc une personne très éloignée encore une fois. De manière tout à fait semblable, ces dimensions supplémentaires pourraient être enroulées de telle manière que les scientifiques ne puissent pas les détecter directement. Ces dimensions supplémentaires pourraient avoir des propriétés géométriques complexes. Les physiciens théoriciens ont d'ailleurs exploré des formes mathématiques appelées variétés de Calabi-Yau, pour justement modéliser ces dimensions invisibles à nos yeux. Chaque variété de Calabi-Yau a une structure spécifique qui pourrait correspondre à différents types de particules et forces que nous observons dans notre univers. La forme et la configuration spécifique de ces dimensions supplémentaires détermineraient les caractéristiques des particules élémentaires et les interactions fondamentales.
Donc là, il faut bien prendre le temps de s'arrêter quelques secondes, car les implications de l'existence de ces dimensions supplémentaires sont folles. Pour prendre rien qu'un exemple, elle pourrait fournir une explication à la faiblesse relative de la force gravitationnelle par rapport aux autres forces fondamentales. Pour ceux qui ne savent pas, dans notre univers, en fait, il y a 4 interactions fondamentales, et la gravité est la plus faible de ces interactions. Si on part du principe qu'une partie de la gravité fuit dans ces dimensions supplémentaires, alors ça pourrait expliquer pourquoi la gravité semble si faible à notre échelle. C'est quand même fou, et là j'ai parlé en plus seulement de la théorie des supercordes. Si on veut continuer, on peut aussi parler d'une autre variante, qui est la théorie M, qui propose encore une dimension supplémentaire. Donc là, on est à 11 dimensions. Mais je ne vais pas m'attarder sur cette théorie pour le moment. En vrai, comme la théorie des supercordes, ça mériterait une vidéo à part. Pour le moment, il n'y en a pas sur la chaîne, donc si vous voulez une explication claire avec des animations incroyables, comme d'habitude, je vous laisse aller voir la vidéo du collègue Science Click. Bon, avant de passer à la théorie qui va certainement plus vous intéresser puisqu'on va parler de multivers, il y a une autre grande théorie avant qui ajoute des dimensions supplémentaires, la gravité quantique à boucle. Alors, cette théorie est une autre approche théorique majeure visant à unifier la gravité avec la mécanique quantique. Contrairement à des approches comme la théorie des cordes ou la théorie M qui ajoutent directement des dimensions supplémentaires pour résoudre certains problèmes de la physique, la gravité quantique à boucle adopte une idée beaucoup plus radicale. Elle remet en question la nature même de l'espace et du temps. Pour comprendre cela, il faut d'abord clarifier une notion essentielle. En physique classique, comme dans la relativité générale, on considère que l'espace-temps est continu. C'est-à-dire qu'on peut le diviser indéfiniment, comme une ligne sans grain. A l'inverse, quelque chose de discret signifie qu'il est constitué de morceaux indivisibles, comme des pixels sur un écran ou des briques formant un mur. La gravité quantique à boucle propose justement que l'espace-temps n'est pas continu, mais discret. Il serait composé de minuscules unités fondamentales appelées des quanta. Un quantum est simplement la plus petite quantité possible d'une grandeur donnée. Ce terme est d'ailleurs utilisé en mécanique quantique, où l'énergie est échangée par paquets appelés quanta. Ici, l'idée est similaire, mais appliquée à l'espace-temps lui-même. Donc il existerait des grains d'espace-temps impossibles à diviser davantage. C'est incroyable. Dans cette théorie, ces quantas ne sont pas des petits cubes rigides, mais plutôt des éléments abstraits reliés entre eux sous forme de boucles. Ces boucles s'entrelacent pour former une sorte de toile appelée spin network. Cette toile, ou ce réseau, constitue la trame fondamentale de l'espace. Ce que nous percevons comme un espace continu et lisse à grande échelle serait en réalité une structure faite de ces liens microscopiques, un peu comme une toile dont on ne verrait pas les fils à distance. Et donc, parce qu'il faut quand même revenir sur le sujet de la vidéo, concernant les dimensions supplémentaires, la différence avec la théorie des cordes est que dans cette dernière, les dimensions en plus sont posées dès le départ comme nécessaires à la cohérence mathématique du modèle. En revanche, dans la gravité quantique à boucle, on ne suppose pas l'existence de dimensions supplémentaires au départ. À la place, on envisage qu'elles pourraient émerger. Ainsi, les dimensions supplémentaires ne seraient pas des directions déjà présentes dans l'univers, mais pourraient apparaître comme un effet collectif de la structure du réseau de boucles. À des échelles extrêmement petites, la structure discrète de l'espace-temps devient dominante. À ce niveau, il est possible que de nouvelles directions, ou degrés de liberté, apparaissent dans la toile, donnant l'impression de dimensions supplémentaires. En résumé, la gravité quantique à boucle propose une vision où l'espace-temps est fait de briques élémentaires reliées en réseau. Les dimensions que nous connaissons, longueur, largeur, hauteur, temps, pourraient n'être qu'une approximation macroscopique, donc à grande échelle, de cette structure profonde, et d'éventuelles dimensions supplémentaires ne seraient pas fondamentales, mais le résultat émergent de cette architecture quantique. Bon. J'avoue, quand je me suis intéressé aux sciences il y a des années, j'étais convaincu que le multivers c'était juste un concept de SF. Et en apprenant plus sur la mécanique quantique, j'ai appris que je croyais du caca. En fait, l'idée d'univers parallèle trouve vraiment une base théorique sérieuse dans la mécanique quantique à travers la théorie des mondes multiples. Et oui, c'est une vraie théorie qui a été proposée pour la première fois par Hugh Everett dans les années 1950. Cette théorie est une interprétation, se dire radical de la mécanique quantique, où chaque événement quantique mène à une bifurcation de l'univers en autant de branches qu'il y a de résultats possibles. Ainsi, plutôt qu'un univers unique, la théorie des mondes multiples suggère l'existence d'un multivers composé d'une infinité de réalités parallèles. Pour comprendre la théorie des mondes multiples, il est essentiel de revenir sur un des aspects les plus déroutants de la mécanique quantique, le problème de la mesure.
Selon la mécanique quantique, les particules, comme les électrons, peuvent exister dans un état de superposition, où elles occupent simultanément plusieurs états possibles, où on n'a que des probabilités. Ce n'est que lorsque l'on effectue une mesure que la superposition s'effondre en un état unique et observable. La question de savoir ce qui cause cet effondrement a conduit à plein d'interprétations, parmi lesquelles on a la théorie des mondes multiples, qui se distingue d'ailleurs surtout par son audace. Dans l'interprétation d'Everett, l'effondrement de la fonction d'onde n'est pas un événement physique réel. Non, au lieu de ça, chaque résultat possible d'une mesure quantique se réalise, mais dans un univers différent. Par exemple, si un électron peut être mesuré avec un spin up ou down, je fais une vidéo sur le spin d'ailleurs, l'univers se divise en deux. Dans l'un, l'électron est observé avec un spin up, et dans l'autre, avec un spin down. Donc là, c'est énorme. Cette bifurcation se produit pour chaque interaction quantique, menant forcément à la création continue d'univers parallèles. Ça serait fou quand même. Et encore une fois, pour revenir au sujet de la vidéo, l'idée de dimension supplémentaire pourrait être intégrée dans le cadre de la théorie des mondes multiples de plusieurs manières. D'une part, ces dimensions pourraient représenter des aspects cachés ou non observés des autres univers parallèles. Chaque univers pourrait avoir sa propre configuration de dimensions supplémentaires, invisibles depuis notre réalité, mais pleinement manifestes dans un autre. Et d'une autre perspective tout aussi intéressante, les dimensions supplémentaires pourraient fournir l'espace nécessaire pour que ces multiples univers puissent coexister sans interférence. Les univers parallèles ne seraient pas séparés par des distances spatiales conventionnelles, mais pourraient être empilés ou embriqués dans des dimensions supplémentaires. Ça signifierait que, bien que nous n'ayons accès qu'à notre propre univers, d'autres univers parallèles pourraient exister à proximité immédiate, dans ces dimensions cachées, séparées de nous, non pas par l'espace, mais par une autre dimension. Cette théorie est quand même phénoménale, ça serait trop bien d'expliquer des points de Rick et Morty avec cette théorie. Bon, si on veut s'intéresser aux implications, c'est assez facile, mais perturbant quand même. D'un point de vue philosophique, cette théorie remet très clairement en question l'idée d'une réalité unique et objective. Si tous les résultats possibles d'un événement quantique se réalisent dans des univers parallèles, ça soulève des questions sur la nature de la réalité et de la conscience. Chaque choix que nous faisons pourrait mener à une bifurcation de l'univers avec un nous différent existant dans chaque branche. Mais bon, sur le plan scientifique, la théorie des mondes multiples pourrait quand même offrir une solution à certains des paradoxes de la mécanique quantique, comme le paradoxe du chat de Schrödinger. Dans ce paradoxe, un chat est à la fois vivant et mort dans une superposition d'états jusqu'à ce qu'une observation soit faite. Eh bien, dans le cadre des mondes multiples, le chat est à la fois vivant dans un univers et mort dans un autre, évitant ainsi la nécessité d'un effondrement mystérieux de la fonction d'onde. Et je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas de chat mort ou vivant, c'est une expérience de pensée. Mais bon, on doit quand même un peu remettre les pieds sur terre, car malheureusement, vous vous en doutez, la théorie des mondes multiples est difficile à tester expérimentalement, car les univers parallèles, par définition, ils sont inaccessibles à notre observation directe. Certains physiciens considèrent la théorie comme une élégante solution mathématique, mais pas vraiment une description littérale de la réalité. Mais bon, moi tout ce que je retiens, c'est que la Terre 616 peut exister dans l'infinité du multivers. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai voulu recycler une ancienne vidéo qui avait perdu en qualité. Je trouve personnellement les sujets fascinants, donc je voulais la refaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, comme vous le voyez, je pense désormais recommencer à vous voyez. Je préfère au final, ça fait un peu plus naturel. N'hésitez pas à liker, booster, commenter, vous abonner, partager si vous êtes fou. Un grand merci aux tipeurs comme d'habitude, et il ne me reste plus qu'à vous dire, continuez de rêver, continuez d'apprendre, continuez d'être curieux, à la prochaine.